Est-ce que c'est de plus en plus difficile de se faire servir en français, en Acadie, dans la région? Est-ce que vous pourriez expliquer c'est qui était Pascal Poirier et pourquoi cette maison-là est si importante? Bienvenue à Parle Jase en ce mercredi 10 septembre et collaborateur aujourd'hui à l'émission, Roger Doiron. Bienvenue pour cette nouvelle saison qui débute cette semaine. Bien, bonjour, comment allez-vous, messieurs, ici présents? Oui, il y a des personnes en studio aussi, mais je te souhaite la bienvenue. Moi, je vais très bien. Et toi aussi, Roger? Ah oui, ça va vraiment bien. Je me plains pas, je me compte chanceux. Je me regarde dans le miroir le matin et je trouve que je parais pas pire encore. Mais certainement, je suis d'accord. T'as l'air en pleine forme, Roger. C'est beau de te voir comme ça arriver. Eh bien, merci d'être à l'antenne de CJSE pour Parle Jase. Et aujourd'hui, on va avoir différents sujets, Roger. Et puis, c'est notre première ensemble. Mercredi, ce sera toi le collaborateur à pas mal tous les mercredis. Ça a l'air à ça, là. Ça a l'air à ça? Ça a l'air à ça, mais ça me fait plaisir de pouvoir rencontrer l'auditoire, de pouvoir parler avec les gens, savoir qu'est-ce qu'ils pensent des différents sujets qu'on va pouvoir discuter ce matin. Puis, je trouve que l'émission, quand on dit que c'est l'émission la plus écoutée dans le Sud-Est, je pense que c'est totalement vrai. Donc, ça permet aux personnes de s'informer et en même temps de s'exprimer. Oui. Donc, on fait une pierre deux coups. Puis, c'est intéressant. J'ose croire que c'est intéressant parce que là, si on regarde la cote d'écoute, il y a certainement un intérêt pour l'émission Parle Jase. Absolument. Bien, merci encore d'être fidèle au poste cette année. Toujours conseiller municipal de ton côté, toujours Roger? conseiller municipal jusqu'au mois de mai l'année prochaine, aux prochaines élections. Alors là, on verra qu'est-ce qu'on fait, si on se représente ou qu'on laisse passer. Mais c'est un travail intéressant. Moi, ça me passionne. En bon anglais, ça me drive. Ça fait... Mais une question que j'ai à te poser, là c'est dans quelle région que tu es conseiller municipal? On va le rappeler. La région de Beau-Rivage. Beau-Rivage, c'est la région de Saint-Louis, Richibouctou, Saint-Ignace, Saint-Charles, Aldoane. Donc, c'est cette région-là, la région qui compte aux environs de 5000 habitants. 70 environ sont 12 francophones, la balance anglophone. Donc, c'est une très belle région. Moi, je sais que je demeure sur la rivière de Richibouctou. Puis... de toute beauté. De toute beauté. Le matin, je me lève, le soleil se lève. Je dirais pas en même temps que moi, mais des fois, il est plus tôt. Là, il va commencer à être plus tard, ça va être pas pire. Oui. Et puis, je voulais te poser la question en tant que conseiller municipal. Est-ce que toi aussi, tu as été victime d'intimidation par les réseaux sociaux, de différentes injures, menaces, surtout depuis la réforme? Puis je suis content d'ailleurs que tu aies nommé les villages là, de la réforme parce que Beau-Rivage, souvent, depuis cette réforme, il y a des gens qui n'étaient pas contents de certaines choses. Il y a des dossiers qui ont eu de la misère à avancer parce que c'était compliqué, venir à bout de tout ça, mais tellement de conseillers municipaux ont reçu des insultes et ça en est devenu même un problème là, d'intimidation. Est-ce que tu as été victime de ça aussi? Moi, personnellement, d'abord, les réseaux sociaux, Facebook, je suis pas dessus. Bon, voilà, fait que ça évite. Moi, je suis pas dessus, j'ai pas le temps d'être là-dessus. À un moment donné, j'avais suivi une session, puis j'avais dit, ben regarde, moi, j'examine ça, là, puis non. Pour moi, c'est du temps perdu. Et à l'heure actuelle, je trouve ça totalement inacceptable et irrespectueux que ce soit un conseiller municipal ou une conseillère municipale, que ce soit n'importe quelle personne, qui a des insultes, des menaces. Pour moi, ça n'a pas sa place pour des personnes qui offrent de leur temps, de leur énergie pour aider les autres, ou pour toute personne qui essaie de faire avancer des dossiers pour le bien-être de la communauté. Puis, je trouve ça triste quand on est rendu là. Alors, moi, personnellement, j'ai pas subi rien de ça que personnellement. Sur Facebook, je ne sais pas du tout. Comme je viens de le dire, je suis pas dessus. Mais à un moment donné, on m'avait accusé d'une chose à la région. J'étais trop francophone. Trop francophone? Trop francophone. Oh, oui, d'ailleurs, c'est une des raisons qu'on m'avait dit que j'avais perdu les élections municipales. J'étais trop francophone. Donc, je me suis présenté à un autre niveau, alors avec Beau-Rivage, puis j'ai été élu. Mais là, il va falloir que je décide qu'est-ce que je fais pour 2026. Mais personnellement, je n'ai pas subi des menaces personnelles, mais je trouve ça, comme je viens de le dire, totalement
irrespectueux, inacceptable pour des gens qui offrent de leur temps, de leur énergie, de leur connaissance pour le bien de la communauté. En voie là pour autre raison. Ah, exactement. Puis les municipalités, là, présentement, sont en train de préparer un outil, par contre, pour essayer de contrer ça, tout le harcèlement, l'intimidation. Puis bientôt, ils vont se concerter. Ils veulent des moyens de le réduire. Bon, je ne sais pas exactement ce qu'ils vont faire, mais il y a le président de l'Association francophone des municipalités, Yvon Godin, qui dit qu'il est en train d'organiser un sommet en novembre. Et puis, à ce moment-là, sur le harcèlement, l'intimidation, puis on va tenter de se préparer. Il dit que ça fait longtemps qu'on en parle. On se prépare pour en arriver à quelque chose et avoir des résultats concrets. Lui a mentionné, M. Godin, un nouveau code d'éthique qui veut sortir, qui est mieux centré sur les besoins des gens, les codes de conduite et tout ça. J'espère que ça va porter ses fruits, hein, dans le sens que il faudrait que ça arrête, mais je voudrais demander aussi la question aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, par rapport à ce sujet-là, en tout cas en début d'émission. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire? Avez-vous une idée? Comment réduire ça, le manque de respect, les insultes et l'intimidation sur les réseaux sociaux envers les élus municipaux? Je trouve ça aberrant. Donc, c'est 506-532-0133 si vous voulez partager avec nous. Puis, il y en a plusieurs conseils municipaux. Si on regarde, là, c'est beaucoup d'endroits qui ont dénoncé le fait que leurs conseillers se font... Il y a des gens qui quittent leur poste, qui abandonnent complètement la politique même. Et le but dans tout ça, c'est d'encore encourager les gens à rester en politique. On a besoin de ces gens-là. C'est que ce soit tous les niveaux, que ce soit le niveau municipal, le niveau provincial, le niveau fédéral, les gens qui offrent de leur connaissance, de leur temps et de leur énergie pour aider les autres ne méritent nullement ça. Tu sais, je lisais plutôt dans les nouvelles dernièrement la région de Belle-Baie. Tu sais, lorsque c'est que des gens menacent des employés, insultent des employés, même au niveau, là, il y a une pétition qui est en ligne pour que le directeur général soit démis de ses fonctions parce qu'il a osé dénoncer ce genre de comportement-là, là, Paolo Fongemi, là, qui est le directeur général de Belle-Baie. Ça, c'est la région de Pierre-Rocher, là, c'est ces coins-là, là. Pointe-Verte, Pierre-Rocher, cette région-là. Le Nigadou qui est proche de là. Le Nigadou, exactement. Donc, pour moi, c'est un manque de respect. C'est un manque de savoir-vivre aussi, parce qu'en fait, il n'y a personne qui mérite de se faire insulter puis se faire menacer comme certaines personnes le font. Les gens, souvent, ne réalisent pas que... Ils devraient se poser la question comment eux se sentiraient si la situation était renversée, dans le sens que c'est eux qui seraient insultés puis menacés comme que ça se fait. C'est lorsqu'on demande la démission du DG de Belle-Baie parce qu'en fait, il a osé dire qu'écoute, c'était inacceptable. Pour moi, c'est des comportements du public qui sont inacceptables. Et à un moment donné, je pense que chez nous, on a des personnes qui s'occupent des arrêtés municipaux, des agents pour les arrêter. Donc, à des moments donnés, chez nous, ça a venu haut aussi, là, quand c'était Coastal Shell, là, la fameuse question des odeurs. Là. Ouais. Donc, on avait des gens qui n'étaient pas contents. Puis, les agents pas des agents de sécurité, mais les agents des arrêtés, à un moment donné, il y a eu une présence, puis ça calmait le monde. Donc, est-ce qu'on en est rendu là? Je pense que les personnes qui se permettent de faire ou d'avoir ce genre de comportement-là devraient se poser la question comment eux réagiraient si la même chose leur arrivait. C'est parce que je pense que ça a dégénéré à partir du moment de la réforme de la gouvernance locale. C'est vraiment là qu'on a vu, en tout cas, une explosion d'insultes et de manque de respect. Puis c'est peut-être parce qu'il y avait des grandes attentes des citoyens qu'on n'a pas été capable de combler parce que l'argent n'est pas venu avec cette gouvernance-là. Hein. On a fait la grosse réforme. Et puis, il a manqué d'argent un peu partout pour répondre aux attentes. Et puis là, ça a rendu des gens mécontents, mais au point, à un moment donné, d'en arriver à des attaques personnelles puis violentes envers des élus municipaux, il faut que ça cesse. Non, il faut que ça cesse. Je suis content qu'au moins, là, il y a des nouveaux codes d'éthique qui s'en viennent, des mesures qui seront mises à contribution de tout le monde. Mais plus au mois de novembre, il va y avoir ça, là, une consultation. Alors, ce qu'il disait, M. Yvon Godin, en tout cas, c'est d'encourager les gens à continuer, les encourager à continuer d'aller en politique, en administration municipale, parce qu'on en a besoin. Les prochaines élections, c'est prévu mai. C'est en 2026, 2026. Je pense que c'est mai 2026, les prochaines élections. Donc, c'était nécessaire qu'on nous dit, par contre, la réforme municipale. Pas facile à mettre en place et en application, par contre. À l'heure actuelle, il y a des régions, je pense que c'est peut-être plus difficile que d'autres. Je regarde chez nous, avec la Commission des services régionaux de Ken qui a pris naissance avec la réforme. On a, je pense, un personnel au niveau de la commission qui fait un travail. La direction générale fait un travail
exceptionnel comme directeur, Paul Lang, donc, pour ne pas le nommer. Mais à un moment donné, je crois que on a démontré que financièrement, les petites municipalités auraient eu de la misère à survivre si le même régime qu'on avait avant était maintenu. Il y avait une quantité de DSL, des districts de services locaux, qui existaient avec aucune autorité. Et tu avais des municipalités qui devaient prendre plus de responsabilités. Et avec la grandeur de certaines municipalités, il y a eu une étude faite par l'Association francophone des municipalités où est-ce qu'on a démontré, preuve à l'appui, que le même système ne pouvait pas continuer avec les mêmes fonds. Donc, moi, vraiment, au niveau de la réforme, je sais qu'il y a des gens qui ont eu de la misère à accepter la réforme. Ça a été, disons, imposé par la province, mais il faut quand même regarder la raison d'être de la réforme. Les DSL, comme je viens de dire, il y avait si ma mémoire est au-dessus de 200 DSL, des districts de services locaux de la province, qui étaient devenus un fardeau, un problème. Les gens ne prenaient pas part aux décisions. Il n'y avait pas de conseils municipaux. Il y avait des comités consultatifs qui avaient plus ou moins de pouvoir. Je sais qu'il y a des personnes qui ont eu de la misère à accepter la régionalisation, mais moi, je regarde, moi, chez nous, ça s'est passé de façon assez agréable, si on peut dire, sans trop d'anicroche. Puis, présentement, le conseil de la commission régionale fait pour moi un bon travail. Puis, c'est sûr que les élus ont un rôle à jouer à l'intérieur de la commission, par le conseil d'administration, puis la direction générale aussi, avec le personnel. Mais il a été démontré par des études de l'Association francophone des municipalités que financièrement, le maintien du système C'était pas viable. C'était pas viable. Mm-hmm. Et puis, toi, je veux te poser la question, les noms, toi, est-ce que ça t'a dérangé, les changements de nom, avoir un nom qui représente différents villages, puis les agglomérations qu'on a mis ensemble? Il y en a beaucoup que c'est ça qui a dérangé, les noms. Moi, je m'habitue, je trouve les noms beaux, mais je sais que, comme Jason Ouellette m'en parlait, il n'est pas habitué encore. Il faut lui redire là, quelle ville qu'il y a dans Beau-Rivage ou dans Champ-Doré. Donc, c'est... Donc, moi, personnellement, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui ont de la difficulté à trouver de quelle région qu'on parle. Tu sais, si on parle de la baie des Harons, le bout de la Louisie, ces coins-là, mais là... il faut que tu saches, les gens qui sont impliqués comme moi ou d'autres dans l'administration régulière, si à l'heure actuelle, que ce soit Beau-Soleil, que ce soit Champ-Doré, ainsi de suite, Beau-Rivage, on peut accrocher. Mais pour des personnes qui ne sont pas nécessairement habituées à cette façon de nommer les régions, ça devient compliqué. Alors, mais je crois qu'il faut permettre aux gens avec des explications, avec comme Champ-Doré, la région de Saint-Antoine, ces coins-là, puis Beau-Soleil, mais la région de Cocagne, puis on finit par s'habituer. On finit par s'habituer. Mais je sais que ça a été difficile pour certaines personnes. Ouais. Mais pour moi, l'élimination des DSL, ça a été, où la très, très, très grande majorité, ou quasi-totalité, a été un bienfait pour l'administration. OK, ouais. Ça a beaucoup d'avantages. Oui. Hey, mais oui, les noms qui ont changé, moi, je sais que c'est ça qui a beaucoup dérangé à un certain niveau, mais au moins, les petits villages gardent leur nom. C'est sûr qu'au moins, on défait pas les noms nulle part. Hein. Les choses restent pour l'histoire et tout ça, puis on peut encore les utiliser, les noms. Saint-Antoine existe. Là, ben oui, il existe, continue d'exister, comme par exemple Beau-Rivage, mais t'as le quartier de Richibouctou, de l'Aldoane, de Saint-Charles, de Saint-Ignace, de Saint-Louis. Donc, il s'agit d'apprendre, c'est un changement. Est-ce que pour certaines personnes, ça peut être une évolution, pour d'autres, ça l'est moins. C'est peut-être plus mêlant qu'autre chose, mais je crois qu'à l'habitude, à force de le répéter, les gens vont commencer à saisir davantage. C'est comme Beau-Soleil, la région de Cocagne, mais c'est quand même assez beau. Ben oui. Puis à Beau-Rivage, moi, je regarde ça. Il y a beaucoup de beau, c'est ça, dans les nouveaux noms. Je demeure sur la rue Beau-Rivage, à Richibouctou, donc ça s'appelle la rue Beau-Rivage. Donc le nom de la rue était là longtemps avant que la région de Beau-Rivage ait été nommée. Mais en tout cas, ça m'a fait une petite flatte au cœur, là, à un moment donné, que l'on prenne le nom de Beau-Rivage, parce que la rue chez nous était Beau-Rivage, et on l'a nommé quand nous sommes déménagés là.
Oui, bien quand même. Mais c'est certain que dans 10 ans, hein, ça va être, je pense, bien établi, puis on se posera plus ces questions. Eh bien, merci beaucoup. Je vous rappelle le numéro de téléphone si vous voulez participer tout au long de l'émission à la discussion, c'est 506-532-0133. Et puis, Roger, j'avais eu des appels sur un autre sujet. Je me rappelle quand le maire de Shediac était ici, à un moment donné, il s'était fait poser la question par un auditeur qui avait appelé pour dire qu'est-ce qui va se passer avec la maison Pascal Poirier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses là, de cette maison historique. C'est une maison historique qui est quand même 2 siècles de vieux, comme il faut. Hein? La maison, exactement la date de la maison, je pourrais te la trouver. Là. C'est à peu près 200 ans, je pense. C'est une maison historique, comme on vient de dire. Oui. Il s'agit de savoir l'importance qu'accorde la ville de Shediac à l'histoire. C'est l'histoire, à un moment donné, on m'avait demandé comment est-ce que tu pourrais définir l'histoire, là? Tu sais, à un moment donné, c'était, je me rappelle, c'est une description simple, c'est connaître le passé pour comprendre le présent et orienter l'avenir. C'est ça l'histoire, la définition simple de l'histoire. Donc, connaître le passé, parce que pour moi, il ne faut pas répéter les mêmes erreurs du passé. Si on a comme à regarder l'Allemagne nazie, à un moment donné, on ne voudrait plus vivre ce genre de situation-là, mais il faut que tu te rappelles dans l'histoire de la France, avec la bourgeoisie, comme on dirait. Tu avais une classe particulière qui était privilégiée, qui a amené à la Révolution française. Bien, ça fait partie de l'histoire. Mais c'est en connaissant l'histoire que tu peux comprendre qu'est-ce qui se passe, d'où est-ce qu'on vient. Toute la question de la liberté de parole, c'est lorsqu'on retourne loin en arrière, en Grèce, avec la démocratie à Athènes. Donc, c'est de l'histoire, ça. C'est important, mais oui. Donc, ça te permet d'un peu de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour être sûr de ne pas répéter les mêmes erreurs et les mêmes erreurs. Exactement. Puis, le lien avec la maison Pascal Poirier, est-ce qu'il y a un lien que tu peux faire? Est-ce qu'il y a des choses qui sont à ne pas répéter concernant... Ben, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que la ville de Shediac décide l'importance qu'elle accorde à son patrimoine. Dans le sens que je ne sais pas s'il y a un comité du patrimoine à Shediac. Peut-être que les élus pourraient me répondre, mais je ne sais pas. Ben là, il va y avoir un comité pour la maison Pascal Poirier. C'est ça qui va être formé. Puis, on va étudier le potentiel de la maison et ensuite, ils vont faire des recommandations à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. À ton avis, c'est parce que c'est que ça coûte cher, ça, c'est sûr, à entretenir. Là, pour l'instant, ils font le minimum. On réchauffe un peu, là, pour préserver. Mais ça coûterait quand même beaucoup d'argent. On parlait même d'un demi-million, pas pour améliorer la maison, mais seulement la préserver. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent. Qu'est-ce que tu en penses? À quel point, toi, tu donnerais une importance à l'histoire? Ben moi, je donnerais de l'importance à l'histoire parce qu'à un moment donné, il faut... c'est l'histoire nous apprend comment est-ce qu'on devrait orienter l'avenir. OK? Là, dans le sens, à partir des erreurs du passé, on devrait pouvoir éviter certaines choses. La maison Pascal Poirier, il faut quand même reconnaître tu sais, que Pascal Poirier était un fonctionnaire, était un auteur, était un historien, était un avocat. Puis en plus de ça, c'est un homme politique. Dans le sens qu'il a joué un rôle dans les conventions nationales, les 3 conventions nationales qui a eu lieu dans la province, même ailleurs, à Tignish. Donc, il faut que Shediac décide est-ce qu'ils apportent des valeurs au patrimoine. Je sais que ça peut coûter cher pour réparer la maison, mais pour moi, c'est quand même le premier sénateur acadien qui est allé à Ottawa, puis qui avait certaines responsabilités. Il doit y avoir moyen, j'imagine, de trouver des fonds par un engagement social de la communauté. Puis pour moi, l'histoire, j'ai enseigné l'histoire dans le passé, dans une autre vie quand j'étais enseignant. Et pour moi, c'est important parce que ça t'apprend beaucoup de choses et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça t'évite de faire les mêmes erreurs qu'on a eues. Mais là, pour le montant d'argent, je me rappelle, Bernard Richard était le directeur, si ma mémoire est bonne, général de la Société nationale de l'Acadie. Et on avait nos réunions dans cette maison-là avec le président de la SNA, qui était le père Léger-Comeau dans le temps. Donc, la maison, moi, je la connais à travers cette expérience, parce que j'étais président de la SANB et aussi, on siégeait au niveau provincial, les provinces de l'Atlantique. Non, c'était les provinces maritimes, là. Île, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. On avait la SNA ce temps-là.
Et on avait nos rencontres à cette maison-là avec le père Léger-Comeau. Donc, pour moi, ça rappelle quand même de bons souvenirs. Et c'est la décision, vraiment, de la ville de Shediac va dépendre d'eux. Parce que si on regarde la gare, c'est la gare qu'on a présentement, là, pas loin, en face de l'hôtel, le nouvel hôtel Shediac, qui était l'ancien hôtel Shediac aussi, là. Mais la gare est là. On en a fait un musée. Et je ne sais pas jusqu'à quel point que la ville de Shediac en fait la promotion. On a la maison Tate, on a la maison Gabriel. C'est toutes des... Puis il y a d'autres maisons. Il y a l'histoire... la petite église là, qui est en face de bâtiment le bureau des pensions, là. C'est un autre lieu historique. Alors... Est-ce que Shediac a un comité du patrimoine pour ces maisons-là, la maison Tate? Donc, ce sont des lieux historiques, puis avec... Tu ne sais pas encore quelle place Shediac va donner à ça, tous les sites patrimoniaux. Est-ce qu'on veut les garder tous? Est-ce qu'on veut les encourager? Ou ça peut passer à autre chose et les oublier? Il y a certaines villes qui les oublient, hein, les sites patrimoniaux, puis qui finissent par passer à autre chose. Exactement. C'est comme la gare, par exemple. La gare, ici, on a transformé la gare. Les gens de Moncton venaient à Shediac. Pour les gens arrivés à Moncton, venaient à la gare, à l'hôtel Shediac, parce que le train partait de Moncton. Et ils les ramassaient le soir pour les amener à Moncton. Donc, les gens faisaient leurs affaires. Et il y avait un endroit, je ne sais pas trop exactement où, là, que le train se rendait. Puis il y avait une espèce de roue circulaire. Le train, comment on dirait, le moteur, là, la locomotive, merci beaucoup. La locomotive tournait de bord, puis ramassait les gens et les amenait de nouveau à Moncton. Donc, les gens, durant l'été, qui voulaient venir à la plage, à Plage Parley, faisaient la même chose. Le matin, ça partait, ça retournait le soir. Donc, il y a toute une histoire avec le patrimoine à Shediac. Puis la gare, on a fait quelque chose de bien. L'hôtel Shediac, on l'a remplacé par un hôtel neuf. Donc, l'importance qu'accorde Shediac au patrimoine, bien, ça va être leur décision. Puis c'est sûr que la maison Pascal Poirier, bien, ça peut être considéré comme un lieu historique. Mais il faut des réparations. Oui. J'ai hâte de voir ce comité, en tout cas, puis les recommandations qu'ils vont faire, parce que le comité qui va être formé aussi, bien, ils disent qu'ils vont le former avant les élections municipales de mai 2026. Donc, c'est ça, mais on ne sait pas encore qui sera sur ce comité. Je ne sais pas si ça t'intéresserait de faire partie de ce comité, mais quoi qu'il en soit, on pourrait peut-être... On va peut-être laisser les gens de Shediac décider, les payeurs de taxes de Shediac décider qu'est-ce qu'ils veulent faire. C'est clair, c'est clair. Puis, c'est vrai, j'avais même pas pensé que c'est d'une autre région. Mais c'est ça, eux autres vont proposer aussi là, des plans de financement pour peut-être arranger ça. Puis, je pense que si on forme un comité, c'est parce que ça va être des gens qui y tiennent là, au patrimoine. Et puis, on veut avoir votre avis. Hein? J'aimerais savoir quelle place vous lui donneriez à Shediac, à cette maison Pascal Poirier. Est-ce que vous voudriez que ce soit encore agrémenté, que ça devienne un endroit pour visiter? Est-ce que c'est important de la garder? Vous nous appelez pour nous donner votre avis au 506-532-0133. Et puis, il nous disait, M. Casey, le maire à Shediac, qu'avant la pandémie même, puis avant que ça ferme, là, il n'y avait pas quand même grand monde qui allait là. C'était pas très achalandé. Est-ce que ça le deviendrait? Est-ce que si on le rend plus attractif, peut-être? Mais là, pour l'instant, les gens de la région... Mais on peut comprendre, hein? C'est pas une grande attraction. Les gens n'allaient pas là parce qu'il n'y avait rien trop organisé là. Bien, ça dépend qu'est-ce qu'on peut faire avec la maison. Il y a des maisons, à l'heure actuelle... qui servent de centre d'interprétation, qui offrent de la formation, qui permettent aux gens de mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé de la région. Donc, à savoir quel genre de promotion on veut en faire ou on en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser la maison davantage, parce qu'en fait, compte, ça fait partie, selon moi, peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire le contraire, mais du patrimoine de Shediac. Mm-hmm. Alors, jusqu'à quel point on rend ou on comprend que le patrimoine est important pour la région, mais ça, c'est la ville qui devra décider. Puis, avec le comité qui sera formé, moi, je pense que j'ose croire qu'on aura des idées intéressantes pour trouver des fonds, pour voir comment est-ce qu'on peut valoriser la maison et vraiment en faire un centre
d'information et de formation, comme on a fait avec la gare, où est-ce qu'on a un musée, puis on s'est permis donc de rêver, puis faire en sorte que la gare ne soit pas laissée en décrépitude, en l'abandon, comme on dirait. Comme c'est en train de se passer, ça se détériore, là. Ben oui. On la voit se détériorer. Eh bien, on prend une toute petite pause, puis on revient avec plein de sujets d'actualité, dont le français qui est revenu au Tim Hortons à Bouctouche. Eh bien, restez là pour Parle Jase Jase. Bienvenue à Parle Jase Jase. En ce mercredi, je suis en compagnie de Roger Doiron. Une question qu'on va poser aux auditeurs aussi aujourd'hui. Vous pouvez nous appeler 506-532-0133. Est-ce que c'est de plus en plus difficile de se faire servir en français, en Acadie, dans la région? Roger, est-ce que tu as vu ces problématiques survenir un peu partout? Parce que c'est tout à fait réel qu'on voit de plus en plus de populations anglophones dans les commerces, un peu partout. Ça devient plus difficile. Selon moi, ça l'est. Je vais vous dire... Présentement, si je vais parler de l'expérience de Richibouctou, puisque je vis là depuis des années. Dans Richibouctou, à l'heure actuelle, le seul endroit où tu n'es pas capable de te faire servir en français, en tout cas, il y a deux endroits, excuse-moi. Il y a un endroit en particulier, c'est le Tim Hortons, où est-ce que c'est à peu près impossible de se faire servir en français. Si tu demandais un service en français, tu pourrais être installé là à la caisse, puis attendre. On ne semble pas donner l'importance. Chez IW, à un moment donné, tu as du service en français. L'affichage est bilingue, complètement bilingue au niveau de l'affichage, puis l'affichage électronique. Donc, je sais qu'à Bouctouche, à un moment donné, le Tim Hortons affichait uniquement en anglais. Ah oui, puis là, heureusement, c'est revenu. Hein? Ben là, je ne sais pas, là, mais ils avaient revenu. Ils avaient changé. Ils avaient dit que c'était un problème technique, supposément. Mm-hmm. Donc, c'est toujours une belle excuse, un problème technique. Là. On va prendre un appel, Roger, voir... Parfait. Oui, Parle Jase Jase, on vous écoute. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez expliquer c'est qui était Pascal Poirier et pourquoi cette maison-là est si importante? OK, merci. Oui, ça fait plaisir. On aurait un peu d'informations sur Pascal Poirier, Roger? Oui, Pascal Poirier, d'abord, c'était un fonctionnaire. C'était un écrivain, c'est un auteur, c'était un historien, puis c'est aussi un avocat, puis c'est un homme politique. En fait, compte, il était mêlé à bien des choses. Puis, donc, à un moment donné, c'est la maison qu'il habitait durant cette période-là. Et si on se rappelle tout à l'heure, comme je parlais de l'histoire, ben, c'est pouvoir se souvenir un peu qu'est-ce qui était le rôle de certaines personnes en Acadie durant la période de Pascal Poirier. Puis, donc, il est né en 1850, pas 1900, mais en 1852, alors à Grand-Digue. Donc, puis son père et sa mère, c'était Simon Poirier, puis sa mère, Henriette Arsenault. Donc, il a joué un rôle important. C'est un conservateur. Il était sénateur. Donc, cette maison-là, c'est là où est-ce qu'il a, si on peut dire, grandi, puis et ses sœurs restaient là, puis il y avait 3 sœurs, d'après ce qu'on m'a dit, qui demeuraient dans cette maison-là. Puis, il a joué un rôle assez important au niveau de la politique locale. Il a été nommé sénateur. Il a joué un rôle au niveau des conventions nationales. Il y a 3 conventions nationales qu'il y a eu, Memram Cook, Tignish, je crois qu'il y en avait 2, Memram Cook. En tout cas, il a joué un rôle important. Donc, la maison qu'il habitait et la maison présentement qu'on est en train d'évaluer à savoir qu'est-ce qu'on va faire avec la maison. Alors, dépendamment qu'est-ce qu'on veut faire avec la maison, si on répare la maison puis on la laisse là, bien, je pense qu'on manque notre coup. Dans le sens que si on en faisait un genre de musée historique, où est-ce qu'on a l'ancienne gare, là, qui était un musée, puis qui explique un petit peu qu'est-ce qui se passait avec cette gare-là. Donc, la maison Pascal Poirier pourrait devenir un lieu important, un lieu de rencontre, parce que moi, personnellement, j'ai eu des rencontres dans cette maison-là. Puis c'était Bernard Richard, là, qui était secrétaire général, puis Léger Comeau, qui était président de la SNA, de la Société nationale de l'Acadie. Donc, l'importance qu'on donne au patrimoine, bien, ça va dépendre qu'est-ce que Chiliac veut faire. Ça pourrait être réaménagé, comme vous dites, puis avoir peut-être d'autres rencontres du genre qui auraient un lien avec la politique ou
quelque chose pour un peu faire perdurer la tradition. Je ne sais pas si ça répond à la question comme qui était-il, mais en gros, c'est ça qu'il était. En gros, on sait qu'il a été impliqué dans différentes choses, dans les conventions et tout ça. On va prendre un autre appel. Parle Jazz, c'est à vous. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous savez que la maison Pascal Poirier naît de l'île de Chédiac? De l'île de Chédiac? Oui, elle a été transportée sur la glace l'hiver. Ah, vous êtes sérieux? C'est intéressant à savoir. Hein? Ça, ben oui, ça c'est on va pouvoir aller valider ça, essayer de voir. Où est-ce que vous avez pris cette information-là, vous? Oh, ben moi, je lis beaucoup de l'histoire acadienne puis des choses de même, puis c'est là que j'ai appris ça. Hey, franchement, hein, la maison qui a été transportée sur la glace. Ah, fait qu'elle n'a même pas été à cet endroit-là au départ. Saviez-vous, elle était située où exactement au départ? Vous avez dit? Oh non, sur l'île, je sais pas quelle place. L'île de Chédiac, quelque part. Ah ben, on aurait peut-être transporté cette maison. Ben. C'est intéressant. Oui? Oui. Et merci beaucoup. OK, bonne journée. Bonne journée. Parle Jazz, c'est à vous. Oups. Excusez-moi pour quelqu'un qui était sur la ligne, mais qui avait raccroché un petit peu trop tôt. Donc, ben, merci beaucoup, Roger. Au moins, ça nous donne puis merci à l'auditeur qui a appelé pour nous donner ce renseignement supplémentaire. On va voir vraiment... Lui, il a trouvé ça dans les livres qui dit. C'est certainement validable. Et puis, si on en revient au français, là, comme je te disais, le Tim Hortons, tu parlais à Bouctouche, en effet, à un moment donné, il parlait d'un problème technique, mais ça avait disparu. Mais là, on l'a remis. Ça avait disparu pendant quelques jours. Puis d'après... bon, oui, c'est un problème technique, mais il y a Alec Doucet qui reste en région de Bouctouche. Il pensait que si le monde n'avait pas fait pression, que ça aurait... elle est convaincue qu'il ne serait pas revenu aux Français. Elle ne croit pas ça, l'histoire de problèmes techniques. Mais c'est spécial. Je ne sais pas exactement si Tim Hortons aurait voulu, parce que ça serait un pied de nez à une région qui est majoritairement francophone depuis toujours. Là. Exactement. Ça fait bizarre d'arriver dans un Tim Hortons, tout est écrit en anglais. J'aurais fait eu un choc, moi aussi. Là. Une chose que je sais, c'est que... Pardon. Bon, ben là, je me déroue un peu, là. Si tu viens à Chibouctou, au Tim Hortons, à ma connaissance, tu vas avoir de la difficulté à te faire servir en français. C'est alors, plus dur. Puis, mais à part de ça, vraiment, tu t'en vas dans les commerces à Richibouctou, puis quand même, je connais les commerces de la ville, là, et à Saint-Louis, pareil. Donc, tu n'as pas de difficulté à te faire ça. Ben bon sang. J'ai un chat dans la gorge, c'est le cas de le dire. Alors, tu n'as pas de difficulté à te faire servir en français. Maintenant, le problème technique, c'est une bonne excuse. Puis, je pense que les gens doivent être félicités. Les gens de Bouctouche, les gens de la région doivent être félicités pour faire en sorte des pressions qu'ils ont mises, parce que c'est quand même populaire, les Tim Hortons dans la région. Absolument. Et il me semble qu'on devrait, de leur part, faire un effort pour offrir un service à la clientèle, parce que uniquement... C'est de bonnes affaires. C'est que ta communauté est très, très majoritairement francophone. C'est de bonnes augures, c'est de bonnes affaires d'offrir un service dans les deux langues, dans des régions comme les nôtres, qui sont très majoritairement francophones. Et tu sais, qu'on offre un service. Tu demandes un café, là. À un moment donné, là, ça ne prend pas la tête à Papineau pour apprendre un café noir, un sucre, 2 sucres, même pas une beigne, ils disent une beigne en anglais, c'est quoi? C'est un donut, une beigne. Alors, c'est la volonté, mais à un moment donné, je pense que Tim Hortons aurait avantage à donner de la formation. Une exigence d'avoir... exactement, une exigence qu'ils ont. Tu devrais le fermer, ton téléphone, Roger. Oui, je sais bien. On va prendre un appel pendant ce temps-là. Parle Jazz, on vous écoute? Bonjour. Oui. Je suis allée faire un tour vers Saint-Louis. Pourriez-vous fermer votre radio à la maison, je vous prie? Très bien. Juste pour qu'on n'ait pas cet écho. Merci beaucoup. Excusez. Voilà. Non, j'ai été faire un tour à l'entour de Saint-Louis et Richibouctou, et j'ai remarqué que il y a un hôtel c'est appartenu par des hindous, et il y a un autre site à Saint-Louis où est-ce que ce sont des hindous de l'Inde qui ont
tout l'ancien site de touristes, par exemple avec des cabines à Saint-Louis. Et puis on me dit qu'à Saint-Ignace aussi, il y a beaucoup de gens de l'Inde qui sont établis là. Est-ce que vous pourriez me donner plus d'informations? Et une autre petite chose sur le site Pascal Poirier. N'oublions pas que Pascal Poirier était vraiment un colosse. C'était un très grand homme. Okay. Puis il organisait tous les vendredis soirs, il aimait de se battre. Il organisait des batailles avec les anglophones tous les vendredis soirs. Mais quel homme! C'était pour jouer nécessairement, tu sais, mais il aimait ça de gagner, si tu veux, et puis la majorité du temps, c'était lui qui l'emportait. Vous voyez, c'est toutes sortes de choses, justement, qu'il faudrait que les gens puissent avoir l'occasion d'apprendre dans cette maison Pascal Poirier, exactement, si ça devient un site patrimonial. Absolument, ouvert au public. Il s'est défendu toute sa vie c'est dommage qu'il n'a pas eu d'enfant, par exemple, mais par contre, son espace de travail à Ottawa était tellement prodigieux et on en a le résultat, par exemple, dans son fameux livre de vieux mots acadiens, qui est vraiment une brique que j'ai souvent utilisé, ou est-ce que nous autres, les mots à Sainte-Marie étaient pas des vieux mots qu'on utilisait tout le temps. En tout cas, c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne année à vous tous pour nous donner de l'information aussi pertinente. Merci beaucoup, puis votre appel tout aussi pertinent, madame. Ça fait très plaisir d'apprendre des petites choses de plus sur Pascal Poirier comme ça, en plus que c'est cocasse et intéressant. Ah, mais c'est très intéressant. Mais merci infiniment. Et que ça a rapport avec la langue aussi. Oui. Il se battait avec des Anglais. Avec tout le monde qui était là, tu sais, les colosses qui voulaient gagner, puis c'était tout le monde, tous les hommes, évidemment, se ressemblaient juste pour le voir se battre, parce qu'il y avait apparemment des techniques extraordinaires de défense. Eh bien, il connaissait peut-être un peu d'arts martiaux, il était peut-être autodidacte dans son affaire. Mais... Non, je crois qu'il était autodidacte parce que, justement, le père Lefebvre l'avait toujours encouragé dans ses entreprises. Puis là, je sais pas ce qui est arrivé à Memram Cook, mais il y avait le goût, si tu veux, de mettre les choses à leur place. C'était ça que c'était. Ouais, d'accord. Et puis pour répondre à votre question de la communauté indienne, là, oui, qu'il y a quand même beaucoup de gens de la communauté indienne qui se sont établis dans la région. C'est sûr que ça va se faire avec le temps, peut-être l'ouverture. Là, c'est des gens qui vont avoir leurs propres choses, qui ont acheté des terrains. Mais j'en connais pas beaucoup. On en avait parlé un petit peu l'an dernier. Là, j'avais abordé le sujet avec quelques intervenants, mais on se renseignera d'autant plus. Puis aussitôt qu'on a plus de renseignements, on en fera un sujet. Il y a l'hôtel de Richibouctou aussi, la fameuse hôtel qui est en train d'être rénové. Alors, je crois que nous, les Acadiens, on est en train de perdre complètement notre économie. Ah, vous croyez à ce point-là? Ah ben oui, parce qu'ils sont très très efficaces. Par exemple, c'est eux autres qui ont bâti vraiment les maisons à Saint-Antoine, plusieurs maisons à Saint-Antoine, et puis ça pousse comme des champignons. Et mon Dieu, où sont nos Acadiens qui bâtissent pas de maisons, tu sais, on dirait qu'ils veulent pas avoir de profit ou des choses comme ça. Je suis très justement, il y a un restaurant à Saint-Antoine qui n'est pas très fréquenté, mais qui est la propriétaire des hindous. On dirait qu'ils ont de l'argent de l'avant pour investir dans les choses, mais pourquoi pas nous, les Acadiens? Oui, je comprends, mais eux, ils ont vraiment, par contre, souvent dans leur culture et dans leur façon, lorsqu'ils arrivent dans un nouveau pays et tout ça, c'est parce qu'ils ont une technique très efficace. En fait, c'est d'arriver avec... Ils n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent au début, mais tout le monde travaille très, très, très fort. Puis des fois, au début, quand ils arrivent, ils habitent tous ensemble à la même place. Puis ils vont tranquillement se bâtir. Il faut leur donner ça. Ils sont extrêmement bons pour bâtir à partir de pas grand-chose et puis finir par prospérer. Mais il y a très peu de femmes autour de ces sites-là. Ah oui, hein? Ouais. Ben c'est ça. On va aller chercher un petit peu plus d'informations. Ça, c'est sûr qu'on y reviendra. Mais je vous remercie beaucoup pour votre appel. C'est vraiment, vraiment intéressant. Bonne journée. Hey, merci. Merci encore. Merci. Alors oui, franchement, Pascal Poirier, on a appris d'autres petites choses fort intéressantes. Et puis, somme toute là, les résidents qu'on avait sondés au hasard après que Tim Horton soit revenu avec le français étaient très, très, très contents. Et puis, je voulais mentionner le Cercle acadien aussi de la langue française. Tu disais que les gens avaient bien fait d'un peu se prononcer. Une petite levée de bouclier. Ben, le Cercle acadien de la langue française l'a fait dénoncer la situation beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis, il y en a beaucoup qui pensent que ça a aidé à faire... Mais j'aurais une question. Est-ce que tu penses que ça devrait devenir une exigence pour les commerces de petites régions comme ça d'engager
des gens qui vraiment parlent les deux langues? Ça devient compliqué parce qu'on manque de main-d'œuvre. Oui, c'est une question intéressante. À un moment donné, la loi des langues officielles au Nouveau-Brunswick, c'est une loi provinciale qui a trait au service offert par la province à ses citoyens. Et ça ne s'adresse pas au commerce, ces choses-là. Si on se rappelle bien, Cocagne, quelques années passées, où est-ce qu'on a voulu mettre en place une politique qui exigeait les services en français, en fait, l'affichage, ces choses-là, tout le chiard que ça a donné. Ouais. Donc, présentement, je pense qu'on devrait laisser au commerce la responsabilité de décider qu'est-ce qu'ils vont faire. Afficher de façon bilingue, pour moi, c'est la bonne business. Ah, ça, c'est normal. Ça, c'est la base. C'est pas compliqué, c'est la base. Donc, c'est promouvoir autant la langue anglaise que la langue française. D'un autre côté, la langue anglaise, elle a certainement pas besoin d'être promue. Pas dans une minorité. Dans un lieu minoritaire. Donc, mais à l'heure actuelle, l'affichage obligatoire bilingue, j'ai de la misère. Je sais que Dieppe l'a fait. Ça a causé beaucoup de difficultés. Est-ce qu'on devrait avoir une loi provinciale? Là, c'est une autre histoire. C'est une autre question intéressante à débattre parce que la loi sur la langue officielle, ça touche les services gouvernementaux que la personne a le choix d'être servie dans sa langue. Mm-hmm. Alors, entre français et anglais. Je vais juste prendre un téléphone, Roger. En même temps, on peut continuer la discussion. Parle, Jazz, on vous écoute. Oui, bonjour, c'est moi de nouveau. Oui. Je ne savais pas que la maison Pascal Poirier menait dessus l'île de Shediac. Non, c'est ça. Le restaurant Gabriel aussi a été déménagé de l'île de Shediac. Il y aurait des personnes de Shediac qui pourraient appeler puis dire quelle autre maison de Shediac qui était sur l'île, parce qu'apparemment, il y avait une dizaine de maisons là. Il y avait une chapelle, puis peut-être une école qui a été déménagée à Shediac de sur la glace. Ah oui, hein? Ben, si les gens ils savent, oui, on invite les gens à nous appeler, bien sûr. Pour le train aussi que vous parliez, qui menait de Moncton à Shediac, il allait jusqu'à la pointe du Chêne aussi, oui. Adam. Exactement. Oui. OK. Puis il y en a qui prenaient le train de Shediac pour aller travailler à Moncton. Mon père l'a fait. Puis après ça, il s'en venait de nouveau jusqu'à Shediac. Longtemps passé, c'est le même que le monde voyageait de Shediac à Moncton. Eh bien. OK? Oui, j'aimerais beaucoup savoir s'il y a quelqu'un de Shediac qui savent, s'il y a d'autres maisons de Shediac qui viennent de chez l'île. Oui, OK. Ben merci beaucoup. Bienvenue. On espère que les gens vont appeler pour ça. Et puis, je vais prendre encore vos appels. Demeurez en ligne. Je vous réponds dans un instant. Vous écoutez Parle, Jazz. Bon mercredi. Je suis en compagnie de Roger Doiron. On a parlé beaucoup de patrimoine, de la maison Pascal Poirier et autres sujets. On va retourner au téléphone. Parle, Jazz, c'est à vous. Oui, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, et vous? Ça va bien. OK, la maison Pascal Poirier, elle n'avait pas été construite sur l'île de Shediac. Vous dites que non? Déménagée de Grand-Digue par Simon Poirier. Oh! Ça, c'était le gars originel qui appartenait à la maison. En 1829, elle était à Shediac. Sur l'île. Je l'ai sur le computer. Ça me dit ça sur le computer. Là, ça veut dire qu'elle a été construite à Grand-Digue, elle a été déménagée sur l'île de Shediac et ensuite retransportée? Non. Elle a été transportée de Grand-Digue à Shediac. Ah, OK. Ça dit je ne pourrais pas voir amener ça à l'île de Shediac, puis ensuite amener ça à Grand-Digue. Ça ferait pas de bon son trop, là. Non, c'est ça. Mais OK. C'est ça que ça met sur le computer. Puis j'avais entendu dire ça des jours comme net Grand-Digue longtemps passé. OK. Donc, il y aurait une petite erreur à ce point-là. Puis, pensez-vous que l'autre, il y a une femme qui disait un autre bâtiment avait été déménagé de l'île? Je ne sais pas. Également, celui-là, on ne sait pas, mais je pense que ça risque d'être fort vrai, ça. Oui, le monde de l'île, de ce que je connais, moi, il y avait des fougères, puis il y avait des petits porcs. J'ai jamais entendu dire qu'il y avait des poiriers à l'île de Shediac. OK. Je suis un poirier moi-même, puis on vient pas de l'île de Shediac.
OK. Ah bien, merci d'avoir fait des petites recherches et de nous appeler. C'est très important. Des fois, on nous emmène des renseignements qu'on n'a pas encore validés. Alors, il faut faire nos petites recherches. Bien, merci beaucoup. C'est bon. Merci. Parle, Jazz, on vous écoute? Oui. C'est à vous? La maison des Sœurs à Cocongue a été déménagée sur l'île de Cocongue. OK. La grosse maison. La grosse maison de? Des Sœurs. OK, des Sœurs, oui, à Cocongue. Oui. Cette maison-là menait sur l'île de Cocongue. OK. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont parties d'une île pour arriver sur le mainland. Oui. Bien. OK, merci. Merci à vous. On a différents témoignages de gens qui nous parlent de déménagement, mais ça devait être du trouble dans ces années-là, déménager ça. Ben, c'est sûr que c'était pas évident. Il n'y a pas les tracteurs qu'on a aujourd'hui, puis les pelles mécaniques, ces choses-là, mais c'était toute une aventure. Donc, mais quand même, il s'organisait pour pouvoir déménager d'une façon quelconque avec les chaux et ces choses-là. Donc, c'est intéressant. Le sujet amène des commentaires intéressants par rapport à l'histoire, puis la petite histoire des régions. Puis je trouve ça agréable d'entendre les gens qui connaissent plus que nous autres, puis qui amènent leurs commentaires pour nous faire mieux comprendre toute cette partie de l'histoire. Puis c'est ça l'histoire, en fait, compte. C'est la grande histoire, si on peut dire, puis la petite histoire des régions. Donc, ça nous permet, et ça permet à ceux qui nous écoutent de mieux connaître la région et d'apprécier qu'est-ce qui pouvait se faire durant cette période. Bien, vous pouvez continuer aussi d'appeler. Il reste quelques minutes si vous avez encore des exemples de choses qui se sont passées. Et puis, en terminant, je vais aborder un dernier sujet avec toi aujourd'hui, Roger. J'ai lu ça ce matin, puis j'ai été particulièrement intrigué par ça. Les patients des hôpitaux de Moncton vont être priorisés pendant un certain temps pour les places en foyer de soins. Et puis, ça s'est déjà fait pour différents hôpitaux, différents endroits qu'on priorise pendant un certain temps. Puis on va donner la raison, mais c'est le gouvernement qui autorise ça temporairement pour Moncton et le Dr Georges Dumont, les deux hôpitaux à Moncton, pour qu'ils puissent être transférés dans des foyers de soins. Puis l'objectif, c'est de libérer des lits d'hôpitaux qui sont occupés à l'heure actuelle par des patients en attente de place en foyer. Et puis là, le ministre du Développement social, il a le pouvoir d'interrompre le processus des admissions en foyer de soins. Généralement, ça se fait par ordre chronologique, sauf que si le taux d'occupation des lits a dépassé 95 %, là, on peut dire à un moment donné, OK, on priorise tel ou tel secteur. Même si un patient du Nouveau-Brunswick attend depuis longtemps une place en foyer de soins, ce sera quand même ces deux hôpitaux qui sont prioritaires. Ça va être pour 3 mois, là, procédure pour une durée maximale de 120 jours. 120 jours, c'est 4 mois. 4 mois à peu près. Donc, pour 120 jours, on va prioriser là. C'est sûr que pour des cas très, très extrêmes, là, on pourrait permettre à d'autres gens d'accéder à une place en foyer de soins. Certaines personnes pourraient avoir préséance et à cause de la santé. Puis, je veux juste revenir. Au mois de juillet, Vitalité avait demandé de prioriser les patients de Régional Chaleur de Bathurst pour le placement dans les foyers de soins. Horizon avait fait la même chose pour 4 de ses hôpitaux, Fredericton, Saint-Jean, Miramichi, Waterville. Des demandes qui ont été autorisées, mais c'était pour des périodes de 30 jours. Alors, voilà, c'est pour vous aviser que les patients seront priorisés pour les deux hôpitaux de Moncton dans les 4 prochains mois. On va reprendre un autre appel. Parle, Jazz. Oh. Bonjour, ça va bien? Il faudrait éteindre le poste radio à la maison, je vous prie. Bonjour. Bonjour. Bonne émission, madame. Merci beaucoup. Merci. J'ai un petit différent sujet à propos du vestiaire Saint-Joseph à Shediac. Oui. Je me demande comment ça fait qu'il n'y a pas de bathroom, là. Il y a beaucoup de... Puis t'as beaucoup de monde, de seniors qui vont choper là. Puis tu sais quoi veut dire, quand faut que tu y ailles, là, des fois, ça peut faire une moyenne messe. puis, comment je dirais, c'est juste que... Comme ça presse des fois. Ouais. C'est l'ancien liquor store, so, des fois, il y avait des bathrooms. C'est juste que comme... T'as beaucoup de seniors qui vont là, hein. Oui. Puis vous dites qu'il n'y a aucune salle de bain disponible pour le public, hein, c'est juste que... Je sais pas, j'aimerais que si Chicken ne saurait plus, là, qu'il en parlerait. C'est plutôt nous autres, on est plus jeunes, nous autres, on a plus de chance à se rendre, là, mais il y en a d'autres que non. C'est ça, c'est pratique. Moi, je suis pas allé au vestiaire à Shediac, donc je n'ai pas pu constater par moi-même. Mais oui, en effet, puis c'est sûr que le message va se parler, là. Vous l'avez mentionné aujourd'hui. Pas de problème, puis on va dire vraiment une bonne émission matin. Continuez votre bel ouvrage. Vous avez aimé quel sujet en particulier? Le Pascal Poirier, puis les choses qui étaient allées sur la glace, oui.
Ouais. Si je me trompe pas, la Gabrielle, j'ai pas su si ça, c'était pas la vieille école que j'aurais lu à truc là. Ouais. C'est toujours beau de retracer des pans d'histoire, hein? Surtout quand ça vous touche de près. Oui, pour sûr. Oui. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Bonne journée, bye-bye. Bonne journée. Oui, on approche tranquillement la fin de l'émission. Mais c'est ça, je te parlais là, des places priorisées. Actuellement, là, dans le Nouveau-Brunswick, il y a 78 foyers de soins, un total de 5 373 lits. Et en juillet 2024, il y a plus de 1000 personnes qui attendaient encore une place de foyer de soins. Aujourd'hui, je ne sais pas, on est rendu exactement quel nombre. On aurait le temps pour un dernier appel, Roger? Parle, Georges. C'est à vous. Oui, bonjour. Bonjour. J'appelle pour le sujet français. Oui. Je vais mettre un petit barreau dans les roues, là, disons. J'ai rien contre les immigrants. Ça me dérange pas, là. Mais ça commence à l'Église, c'est de la religion. Moi, je suis pas à l'Église de Parkton depuis 50 ans. Puis là, dernièrement, il n'y a plus de prêtres blancs. C'est des migrants. Puis les chants, ils ont commencé l'autre jour avec un chant, c'est 2 chants. Puis des fois, c'est 3 chants, pas notre langue. Puis même un chant en anglais, puis c'est une église française. Mais ça me fait penser au temps où c'était tout en latin. Oui, là, on était vraiment ignorant. Là, c'était vraiment, on comprenait pas. Hein? Puis c'était comme si le latin, c'était une langue qui était réservée à ceux qui étaient pratiquants et qui connaissaient ça. Oui. Tu l'avais appris, Roger? Moi, je suis bilingue, là, je comprends l'anglais et le français. C'est pas ça le point. Le point, c'est que je vais à l'église française, j'aimerais ça en français. Je vais à l'église anglaise, j'aimerais ça en anglais. Oui, je comprends. Si il faut faire une messe spécialement pour eux autres le samedi, le dimanche midi, ça me dérange pas, ça. Ben, si je vais à 9 h du matin, moi, j'aime être en français. Ouais, je vous comprends. Puis c'est comme le combat éternel des Acadiens. Hein? Le monde se bat pour les langues françaises, pour la culture française. Mais là, si ça commence, c'est politique, les religions, ben, où ça va finir? Ça va-tu finir qu'on ne compte plus du tout? Je ne sais pas. Maintenant, la direction qu'on va, c'est là ce qu'on va, là. Avec les immigrants qui rentrent, tout ça, on n'a pas de monde de travailler, les blancs, c'est dans des droits, mais le point est que ça va continuer demain, puis malheureusement, je suis sûr, moi, là, dans peut-être pas de ma vie, là, mais un autre de 30 années de titre, le français, là, il va être comme gagné, là. Oui, ça se pourrait, hein, ça se pourrait. Puis, mais à moins qu'il y ait encore des grands mouvements qui se forment, on sait que les Acadiens sont réputés là, pour tenir le fort, pour la résistance. Ça a toujours été. Oui. Et Roger, tu voulais apporter quelque chose? Oui, je pense que par rapport au foyer de soins, on devrait aussi favoriser davantage le rester chez soi. Dans le sens que vivre chez soi à l'heure actuelle, c'est mieux que d'être dans un foyer de soins. Si tu peux recevoir des services chez vous et ne pas avoir à être dans un foyer de soins, les gens sont plus heureux, les analyses ont été faites, les résultats sont clairs. Ça, c'est une première des choses. La deuxième des choses, par rapport aux messes, moi, je pense que le diocèse devrait être questionné. Monseigneur Viano, non, c'est plus Monseigneur Viano, c'est Monseigneur l'archevêque, là, voir qu'est-ce qui se passe. Les paroissiens devraient commencer à s'informer, à téléphoner au diocèse et voir qu'est-ce qui arrive comme politique. Je sais que chez nous, il y avait à Richibouctou, il y a une messe en français tous les dimanches, il y a à Saint-Charles, une à Saint-Louis, mais il y a quand même des messes ou une messe en anglais. Parce qu'il y a quand même une communauté philippienne qui est présente, qui est très pratiquante. Donc, moi, je pense qu'on peut parler du respect, mais il ne faut pas mélanger les choses, comme le monsieur vient de dire. Il ne faut pas que le français disparaisse complètement des messes non plus. Là. C'est ça. Et, personnellement, j'ai été parler au monsieur jouologue, puis j'ai demandé qui c'était en charge de la musique. J'ai demandé si c'était prêt, le curé. Il dit non, c'est le conducteur de musique. C'est la chorale. Qui décide? J'ai parlé de ça, j'ai dit, j'ai été poliment, j'ai dit ça, vous chantez très bien, la harmonie est très bonne, tout. Il fait rien contre de chant du tout, c'est pourquoi je peux chanter. Il m'a répondu, pourquoi tu ne viens pas chanter nous autres? Je peux pas chanter, je pense avec. Vous avez une belle voix? Oui, il n'a pas entendu encore. Je ne chanterai pas sur une émission parce que le rating descendrait de 40 %. En tout cas, c'est pas une réponse à donner, puis ça paraît que c'est lui qui décide quoi ce qu'il chante. C'est pas prêt. Apparemment, j'ai parlé pas à plusieurs personnes, mettons 7 ou 8, là, puis ils m'ont tous la même avis de moi que c'est du monde qui est enregistré, là, ça paraît
un pied sur la badane, puis l'autre de la fosse. C'est comme de mon âge et la mèche, c'est plus grand jeune. Mais ça les dérange, mais ils disent rien. C'est juste ouais, il y a du monde qui le diront pas, en effet. Non, c'est un touchy subject, comme on dit en anglais. Ah, ben si en tout cas la décision revient à la personne qui chante, là, c'est ça, il va falloir trouver des chanteurs en français. Je vous dis une petite histoire. J'ai dit ça un dimanche. Le dimanche d'après, il y a chanté une en français, une en Haïti, une en anglais. OK. C'est ce qu'il a fait. C'est lui, ça m'intéresse à faire ça. Ouais. Ben, écoutez, merci en tout cas d'avoir participé à l'émission. C'est certainement un sujet qui reviendra éventuellement là, durant la saison parce que le français, c'est clair que ça touche de près. Là. Les gens veulent vraiment le préserver et c'est tout à fait légitime. Eh bien, merci beaucoup. Oui, c'est très, très, très pour ça, là. C'est réel, peut-être que ça m'intéresse. Oui. Oui. Eh bien, passez une très belle journée. Bonjour. Merci d'avoir participé à l'émission. Rien du tout. Bonne journée. Et voilà, ben c'est ce qui va compléter pour aujourd'hui, Roger. Ben, ça a été notre première de la saison, mais on se retrouve chaque semaine. Et je vais peut-être même faire appel à toi, là, puisqu'il y a Jacques le mardi qui s'absentera pour 2 semaines. Alors, on se reverra peut-être mardi prochain, mais on en rediscutera. Une chose est certaine, vous aurez Roger à nouveau sur nos ondes pour Parle Jean-Jean. Ben, merci à tout le monde qui était là. Passez un très bon mercredi et je vous dis à demain. Salut. Merci tout le monde.